Bonjour à tous, bon après-midi, bon appétit, bienvenue au 13h sur Canal 3 Bénin. Voici les titres de cette édition d'information. Le gouvernement du Bénin insiste, il faut un respect rigoureux des gestes qui protègent et limitent la propagation du coronavirus. Deux ministres de la Santé et de l'enseignement secondaire, vous les avez vus, sont allés le réitérer particulièrement à l'endroit des acteurs du système éducatif. Nous ferons le point de leurs consignes dans ce 13h. La gestion des déchets dans ce qui est appelé aujourd'hui le Grand Nokoué, c'est un véritable casse-tête complexifié par l'incivisme des populations. Dans cet élément à suivre tout à l'heure, nous irons voir comment le gouvernement entend résoudre ce problème si crucial. Assiongbo Kanya Assiongbo nous y aidera. Coronavirus et les nouvelles habitudes qu'il nous impose, nous ferons une incursion dans le monde sportif. C'est pour remarquer qu'en réalité, rien n'a véritablement repris, même s'il a été officiellement décidé d'un relâchement de la rigueur fixée par le gouvernement pour limiter la propagation du mal. Tour de stade et vie de sportif en attendant la vie normale. Ce sera avec Narcisse Alossé pour conduire l'équipe. Bienvenue donc au 13h. Le Bénin a franchi la barre du millier de personnes atteintes et testées positives au coronavirus. Elles sont au total 1017 cas précisément pour 288 personnes guéries. Une 14e est passée de vie à trépas pendant qu'il y a 715 qui suivent un traitement rigoureux en attendant que le virus ne décide de chaque sort. Il faut donc prendre soin de soi et se protéger, c'est le conseil que j'ai pour vous cet après-midi. Mener ces activités dans le respect scrupuleux des gestes barrières. En tout cas, c'est la forte recommandation que deux ministres du gouvernement sont allés faire aux acteurs du monde scolaire qui ont dû reprendre malgré les risques qui sont présents. Maounio Kakpo de l'enseignement secondaire et Benjamin Humpating de la santé sont allés ainsi s'adresser aux directeurs départementaux de l'enseignement secondaire, les directeurs d'établissement ainsi que les responsables des écoles privées pour une dissémination rapide de l'information. Voici le reportage d'Ali Momouni. Le 11 mai dernier, l'école béninoise rouvrait ses portes après environ 2 mois d'interruption due à la crise sanitaire mondiale. Cette reprise est accompagnée de plusieurs dispositions prises par le gouvernement pour empêcher la propagation de la maladie dans les lieux de savoir. Mais le constat fait sur le terrain laisse à désirer. Et c'est ce que déplore ici l'autorité en charge de l'enseignement. Mais nous avons fait l'amer constat que dans nos établissements, malgré les dispositions prises par le gouvernement et malgré la sensibilisation active qui se fait autour de cette situation de crise sanitaire, nous avons observé que ces mesures-là ne sont pas suffisamment respectées dans nos établissements scolaires. Elles ne sont pas respectées d'abord par les élèves à qui pourtant les masques ont été distribués ou à qui les parents ont pu procurer des masques. Nous avons également observé, et c'est là le plus décevant des constats, que même les enseignants n'ont pas les masques, ne se lavent pas régulièrement les mains, et que même les dispositifs de lavage de mains sont dépourvus d'eau et de détergent. Face à cette situation, le temps va très vite monter. Les responsabilités sont situées, d'où la nécessité de cette rencontre de rappel et de sensibilisation avec les acteurs de l'éducation. Le ministre de la Santé s'est à cet effet donné à un exercice de pédagogie pour expliquer aux participants l'importance des gestes barrières. C'est fondamental. Et il faut comprendre la pédagogie qu'il y a derrière chacune de ces prescriptions. Les enfants doivent se laver les mains en arrivant à l'école. Plusieurs fois,
au cours de la journée quand ils sont à l'école. En quittant l'école pour partir à la maison, en arrivant à la maison. Et c'est vous qui êtes les voix qui portent, qui êtes les voix écoutées par ces enfants qui devaient leur inculquer cela. Face à la recrudescence de la pandémie au Bénin, de nouvelles dispositions sont prises pour assurer un bon suivi du respect des gestes barrières dans les établissements. Je voudrais instruire les directeurs départementaux des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle à reprendre les tournées au sein des établissements, les visites au sein des établissements pour vérifier le respect de toutes ces mesures, de donner aux besoins des demandes d'explication aux chefs d'établissement qui ne feraient pas respecter ces mesures-là au sein de leur établissement. Le Bénin compte plus de 900 cas confirmés à la date du 24 juin 2020 et l'État s'active pour davantage contenir le mal. Le secteur de l'éducation n'est pas laissé pour compte. Justement, on va rester dans le secteur de l'éducation pour préciser qu'il y a 17 323 candidats qui ont pris part dans le littoral à l'examen blanc national du certificat d'études primaires démarré lundi et qui a pris fin hier par les épreuves d'éducation physique et sportive. Dans la plupart des centres de composition au niveau du département donc, les écoliers ont composé dans le respect strict des mesures barrières pour éviter la contamination à cette pandémie-là. C'est du moins l'assurance du directeur départemental des enseignements maternels et primaires du littoral. Il a confié ses certitudes à Idriss Boukari. Et ça a commencé le lundi sous une pluie battante. Et les enfants ont défié la pluie et étaient tous présents dans leur centre de composition. Et pour la majorité, il y a eu bien sûr quelques absents. Et dans le département de littoral, nous avons au total 46 centres de composition pour 611 salles de classe. Et l'examen s'est bien déroulé. Et vous savez que nous sommes dans une situation particulière de pandémie, la pandémie du coronavirus. Donc les dispositions sont prises pour que les enfants puissent composer un par table et une disposition en zigzag pour pouvoir respecter la distanciation, la distance d'1 mètre qui doit séparer les candidats. Les dispositifs de lavage des mains ont été placés dans les centres. Les enfants sont munis de leur cache-nez. Donc, tout s'est passé dans de très bonnes conditions. Il faut reconnaître que dans certains centres, nous n'avons pas suffisamment de dispositifs de lavage des mains. Et les dispositions sont en train d'être prises pour que, avant le 6 juillet, date du CEP national, que nous ayons les dispositifs nécessaires pour le lavage des mains. L'objectif, c'est de placer l'enfant, les candidats, dans les conditions déjà de l'examen, pour que le jour de l'examen, il ne soit pas dépaysé, pour que le jour de l'examen, il se sente à l'aise pour pouvoir composer. C'est aussi une manière déjà de jauger les élèves pour savoir leur niveau, parce que l'examen a pris fin, mais la semaine prochaine, c'est la semaine de la correction collective et de la rémédiation. Ça permettra donc de corriger ce qui a corrigé et de faire les derniers réglages pour leur permettre de bien composer le 6 juillet. Les résultats sont attendus pour jeudi ou vendredi au plus tard. Nous aurons les résultats. Nous restons dans le monde éducatif, mais montons de cran au-dessus du niveau des apprenants candidats de tout à l'heure pour évoquer la situation des étudiants avec l'option des cours en ligne. Un peu plus d'1 mois après le lancement de cette nouvelle méthode d'enseignement mise en œuvre à cause de la pandémie, les acteurs, professeurs et apprenants s'adaptent vaille que vaille. Ali Moumouni. Depuis environ 1 mois, c'est une nouvelle réalité que vivent les étudiants du campus d'Abomey-Calavi. Les cours en ligne démarrés depuis le 11 mai dernier se poursuivent dans presque tous les départements d'études de l'université. De la plateforme mise à la disposition des apprenants, la pédagogie a connu quelques modifications. Au début, on a envoyé des cours par matière et sur la plateforme qu'on a mis à notre disposition. Donc avec ces cours-là, on arrive à apprendre et c'est pour mieux expliquer ces cours qu'on a fait maintenant les cours en ligne. Et là, le professeur reste chez lui et le cours est en direct. Et bon, c'est genre une réunion par vidéoconférence. Au début, on nous avait dit de nous abonner sur la plateforme de l'UAC
et puis d'aller cliquer sur notre école et puis on verra les cours. Mais c'était pas ça à la longue. Après ça, on a un groupe de cours d'IFRI, quoi. Les professeurs nous envoyaient les liens personnellement. Donc, d'autres professeurs choisissent Meet, d'autres choisissent Zoom, d'autres choisissent Skype. Donc, c'est pas tout le monde qui arrive à suivre quand même. Loin d'être une innovation voulue, les cours en ligne représentent la formule pour lutter contre la propagation de la COVID-19. Mais il n'en demeure pas moins que l'application de cette méthode d'enseignement n'est pas encore aussi favorable pour les étudiants. Et effectivement, on n'a quand même pas sur les cours en ligne. Nous allons dire aujourd'hui, ça fait pratiquement 1 mois. Mais depuis les cours de 1 mois, on ne peut même pas comparer ça aux cours de 3 heures. C'est-à-dire quoi? Ce qu'on a pu faire depuis les 1 mois là, ça n'atteint même pas ce qu'on fait en moins de 3 heures. Oui, parfois quand ce sont des appels vidéo, on arrive à comprendre. Mais parfois quand c'est sur Skype et c'est juste des audios, on ne se comprend pas trop. On n'arrive pas à bien cerner le cours tout comme si c'était genre un présentiel ou c'était au cours, on était au cours genre en classe quoi. D'abord, on est en espagnol et on n'a pas encore ce niveau pour bien comprendre le cours. Et on nous dit d'aller sur ces cours-là en ligne. Bon, ça nous rend la vie difficile et on n'a pas le choix, on ne peut que s'adapter. Si les étudiants de certaines facultés arrivent à s'adapter, il y en a qui ne parviennent pas à s'en sortir avec les explications en ligne. Au-delà de cet aspect lié à la pédagogie, les apprenants rencontrés, pour la plupart, sont également confrontés aux problèmes de connectivité. Parfois, j'arrive à suivre, parfois, suite au cours de forfait, et puis je ne suis plus parfois. Parce que il y a d'autres fois la connexion bug, il y a d'autres fois on prend le forfait, mais ça finit vite que prévu. Parce qu'ils ont dit qu'on va faire les cours en ligne, qui vont mettre les dispositions à notre place, juste qu'à l'heure où je vous parle là, si ce n'est pas le réseau Wi-Fi et ce qui est installé ici, c'est pour une ONG qui est en train de nous aider. Donc la voix de l'étudiant. Je vais aussi profiter pour les saluer parce que c'est une belle initiative ce qu'ils ont fait. On a vu que vraiment ils sont concernés, ils sont gênés par notre situation. Bon, vous connaissez bien la classe sociale de l'étudiant. Bon, si ce n'est qu'une minorité qui bénéficie, si leurs parents sont maintenant, vous payez un forfait de 500 francs par exemple. Avec un cours de 3 heures, vous n'arrivez pas à suivre 1 heure avant que les forfaits ne se terminent. Vous avez au moins 2 cours dans la journée. Tu n'arrives même pas à finir le premier cours. Donc, c'est tout à fait un découragement, quoi. L'expérimentation des cours en ligne à l'université d'Abomey-Calavi semble ne pas laisser un bon goût aux étudiants. Toutefois, ils estiment qu'avec un peu d'accompagnement, cela pourrait s'améliorer au fil du temps. Si dans le milieu éducatif, on essaye de respecter vaille que vaille les prescriptions, eh bien au niveau du transport en commun, c'est un, désolé pour le mot, gros bazar. Après un long moment passé sans exercer leurs activités, les conducteurs de minibus à Cotonou ont tout relâché et tout relancé dès que le gouvernement a levé les mesures de préservation. Les kits de lavage de mains sont plus à titre décoratif que pour l'usage et pour la préservation de la santé, comme vous allez le voir dans ce reportage de Ulrich Gaba et Didier Nkweli. Après plusieurs semaines de chômage forcé, les minibus ont repris leurs activités. Sur les parcs, des kits de lavage des mains sont disposés pour permettre aux passagers et aux chauffeurs de se désinfecter les mains avant de monter à bord des minibus. On prend 2-2 sur les sièges et puis on respecte les choses là, les cachinets et puis les lavages. Et même les chauffeurs, quand ils finissent de faire tout, c'est aller-retour, avant de rentrer dans le véhicule, s'ils sont voulants, on agisse pour que les chauffeurs aussi viennent se laver les mains avant de partir. Cette mesure ne fait cependant pas l'unanimité des chauffeurs, surtout dans le rang des spécialistes de chargement hors parc. Ils s'arrêtent n'importe où, chargent qui ils veulent et démarrent sans aucun respect des gestes barrières. Pire, le nombre des passagers imposés pour respecter la distanciation sociale dans les minibus n'est pas du tout respecté. Les bus qui sont à 22 places, eux, ils prennent 11 personnes. Ça veut dire que 2 par banc. Et il y a des bus qui sont à 18. Eux, ils prennent 9 personnes. Mais il y a des chauffeurs, surtout à Saint-Michel ici, qui sont des recyclants. Et ce qu'on est en train de dire ici, eux, ils ne veulent pas respecter
Et ils restent sur la voie. Ils ne viennent pas sur le parc. Ils restent sur la voie. Ça, on appelle ça hors parc. Et ils font leur séchage et ils s'en vont. Pour la plupart de ces chauffeurs indélicats, c'est le rançonnement des syndicalistes qui serait à la base de la recrudescence des chargements hors parc. Ils fuient les parcs automobiles pour ne pas payer des frais qu'ils jugent arbitraires et onéreux. Sur les gares routières, là, les syndicats, là, ils nous forcent de prendre l'argent chez nous. Donc, si on calcule 2 fois 9, là, 2 sur les sièges, là, donc, au nombre qu'on prend dans le bus, là, donc l'argent, là, ne nous suffisait pas. On charge maintenant 5400, on prend ticket 800 dedans. Pour tout sortir, on paie 1500 avant de sortir sur le parc. Comment on peut savoir pour trouver de l'argent? Ça fait qu'une fois payé ces sous, en quittant les gares routières, ces conducteurs sont obligés maintenant de prendre encore d'autres passagers parce que vu les dépenses effectuées sur ces gares routières, c'est qu'ils sont obligés de le faire. À côté de cette crise interne, très peu de chauffeurs disposent de gel hydroalcoolique pour permettre à leurs passagers de se désinfecter les mains. Ils ne nettoient même pas les sièges après passage des clients. À tout cela s'ajoute le non-respect du nombre de passagers sur chaque banquette, comme l'exige le gouvernement. Pour certains, la faute incombe à la mairie qui devrait gérer les parcs automobiles. Pour d'autres, par contre, c'est le laxisme de la police républicaine qui encourage le phénomène. On nous force de prendre des tickets. Des tickets de 100 francs, on nous prend 500, 400 des fois. Donc ça là, on veut que le gouvernement les renvoie pour nous. On veut que les gens de mairie là viennent s'occuper de nous. Si le gouvernement peut nous aider à ne pas encore prendre ça là, ou bien le mairie peut venir sur le parc pour pouvoir prendre le parc, ça serait mieux. On devait avoir la sortie de la police républicaine qui devait éveiller au strict respect des dispositifs et dispositions données par le chef de l'État. Entre non-respect des gestes barrières et crise interne sur les parcs à cause du rançonnement des chauffeurs, il faut souligner la complicité des passagers qui acceptent de prendre les minibus sans aucun respect des gestes barrières, s'exposant ainsi à une infection au coronavirus. Ils deviennent de ce fait de potentiels grands vecteurs de la Covid-19 en cette période où le gouvernement s'acharne à l'éradiquer. Voilà pour le point avec Ulrich Gaba. On va changer de sujet. La question de l'assainissement des villes, notamment africaines, est un véritable casse-tête. Cotonou et environ n'y échappe pas. Et comme ailleurs, le gouvernement du Bénin réfléchit à une solution. La Trouvaille, c'est un vaste programme d'aménagement qui prend en compte plusieurs communes autour de Cotonou. Ça s'appelle le Grand Nokoué, où des actions sont prévues pour soulager les villes de leurs déchets. Mais dans un contexte de grand incivisme, la tâche n'est pas du tout aisée, comme nous le soulignent ici Asiongo Kanye Asiongo et Henri Ganti dans leur reportage. Ces soldats de la propreté sont en plein travail sur cette route à double chaussée de Cotonou. Leur travail consiste à débarrasser les routes en bitume ou pavés des déchets qui les encombrent. Ils veillent ainsi sur nombreux axes toute la journée, du dimanche au vendredi. Notre travail est qu'on balaie. Le balayage, c'est pour nous. Et on balaie dans les TPC, les bords. Et quand on balaie dans les TPC, il y a des herbes qui sortent. Au fur et à mesure, on sacle en même temps pour enlever. Engagés par une petite et moyenne entreprise de la place, ils travaillent sous des contrôleurs, lesquels sont placés sous un superviseur de zone. Le travail de la nuit consiste à contrôler les PME, les différentes PME, et en l'occurrence celle qui est sur mon lot, pour le balayage. Donc la PME dispose d'agents qu'elle envoie sur le terrain chaque nuit ou suivant le programme que la PME elle-même a établi. Donc pour le cas d'espèces ici, toutes les nuits nous travaillons du dimanche au vendredi soir. Nous travaillons donc, vous verrez des gens qui sont déployés, des agents qui balayent. Les routes qui sont revêtues dans les 9e arrondissement sont balayées chaque nuit. Et le matin, ces routes revêtues qu'on a balayées, le matin, d'autres agents viennent maintenant pour faire le piquetage qui est un ramassage des déchets, sachets plastiques qui se retrouvent sur les rues. Toute l'activité d'assainissement et de propreté est gérée depuis les locaux de la Société de gestion des déchets solides et de la salubrité du Grand Nokoué, SISA Cotonou. C'est un projet du gouvernement pour rendre propres les grandes villes que sont Cotonou, Porto Novo, Sémékoudji, Abomey-Calavi et Ouida. Un cahier de charges pour lequel s'engage cette société publique.
Le projet comporte plusieurs composantes. Il y a la composante salubrité que nous avons démarrée depuis le 20 décembre 2019, qui consiste à balayer toutes les rues du Grand Okoué, à désherber tous les espaces publics et à les entretenir, et à faire le piquetage, c'est-à-dire les déchets rebelles qui s'envolent un peu partout. On a des ouvriers qui sont dans ces rues-là pour ramasser ces déchets, nous appelons piquetage. Et ensuite, il y a le curage des ouvrages d'assainissement qui, disons, ferment cette composante salubrité. Il y a la composante après collecte des déchets solides ménagers, les déchets que nous produisons dans nos ménages, dans nos administrations, dans nos marchés, qui sont ramassés par des PME que nous avons sélectionnés. Il y a quelque temps encore, des dépotoirs sauvages trônaient dans les 5 villes du Grand Okoué. Plus de 1500 sont recensés par la SGDS qui s'active à les éliminer. Un autre défi qu'entend relever la SGDS Grand Okoué est le curage des caniveaux couverts ou à ciel ouvert. Nous allons démarrer très bientôt le curage des caniveaux. Nous avons fini déjà la sélection des entreprises qui doivent, disons, exécuter ces travaux. Les caniveaux à ciel ouvert seront curés systématiquement 4 fois par an. Et il y a un programme hebdomadaire d'entretien. Chaque semaine, les caniveaux à ciel ouvert seront nettoyés. Mesme Yewou, directeur adjoint opérationnel du projet, nourrit d'ambition pour la SGDS Grand Okoué. C'est par exemple amener la société à installer des bancs le long de ces caniveaux. Ceci pour empêcher les riverains ou toute autre personne à continuer d'y décharger leurs déchets ménagers. On retourne au sujet coronavirus, le temps de boucler cette édition d'information de la mi-journée. Après un temps de suspension à cause justement de la pandémie, les activités dans divers secteurs ont repris au Bénin, vous le savez, transport, culte et autres, sauf au niveau du monde du sport, où les acteurs attendent encore un meilleur moment. Les chiffres liés à la pandémie ne sont pas toujours rassurants. Du coup, on vit cela comme une injustice où certains peuvent reprendre leurs activités pendant que d'autres restent sur le carreau en attendant un meilleur climat. Certains se sont confiés à Narcisse Alossé et Moufid Sabouham qui se sont déplacés vers eux. Voici leur reportage. Depuis près de 3 mois que les stades et autres lieux de pratique de sport de compétition sont orphelins de leur fièvre habituelle. Les mesures prises pour freiner la propagation du coronavirus sont passées par là, mais depuis la posture d'assouplissement adoptée par les gouvernants, le monde sportif nourrit des attentes. Nous constatons que dans la vie, tout est presque normal. Et il suffit que le gouvernement nous dise, vous commencez, mais pourquoi pas sous certaines conditions. Nous voyons un peu ce qui se passe ailleurs. Je crois qu'on pourrait s'aligner dans ça pour soulager tout le monde. Sinon, en tant qu'acteur de football, on a envie de taper dans le ballon. Nous, c'est notre passion à nous. Donc, si ça ne tient qu'à nous, on joue au football et puis il n'y a pas de souci. Au-delà de l'aspect ludique, c'est pour nous une véritable activité de réveil musculaire et nerveux. C'est important pour nous sentir à l'aise parce que nous avons des organes qui sont ralentis. Le déconfinement va continuer à les mettre au ralenti et ce n'est pas bien pour notre santé en réalité. Derrière ces attentes, la dernière décision du gouvernement d'autoriser certains secteurs à rouvrir. Seulement, le sport n'a pas été pris en compte et certains acteurs semblent rester sur leur faim. Quand on voit un peu tout ce que le football nourrit, un peu, vous imaginez un match de football, vous avez les vendeurs d'eau, vous avez les tickets, vous avez les gaz. Il y a beaucoup de monde que ce secteur embrasse. Les gens peuvent quand même voir les sports de compétition et quand même autorisés parce qu'avec les sports de compétition, on peut travailler avec un groupe restreint pour ne pas déborder. Parce qu'il y a beaucoup d'activités qui nous attendent. Il y a un certain nombre de choses que nous devons rattraper. Alors, en ce qui me concerne, je peux dire que c'est une brèche qui a été ouverte, tout simplement. De toutes les façons, je crois déjà que de façon continuelle, on peut appeler ça un déconfinement progressif, suivant l'expression. Alors, l'envie de jouer au football nous tient, que ce soit les joueurs et les acteurs de club, par rapport à l'investissement aussi qui a été fait. Et vu les exigences du sport de haut niveau, les athlètes n'ont pas été laissés au repos en cette période de restriction. Au niveau de toutes les fédérations ou presque, des programmes spéciaux ont été confectionnés pour permettre aux uns aux autres de garder leur niveau athlétique. Au niveau des clubs et autres,
les encadreurs, les techniciens, les responsables de club ont mis quelque chose de léger en place pour que chacun, là où il est plus ou moins confiné, puisse commencer par se dire que ça peut commencer à tout moment. Tout footballeur professionnel, c'est 1 mois et demi au plus de repos avec une trêve. Mais pendant la trêve, on leur donne un programme individuel qu'ils exécutent. Vous imaginez, nous qui sommes complètement ici à l'arrêt, il faut au moins 2 voire 3 mois pour que le joueur puisse un peu se retenir. Donc, c'est d'énormes dégâts. Et si éventuellement on venait à reprendre, ça va être très très compliqué parce que tous les organismes sont déjà laissés au repos. Il va falloir maintenant redémarrer la machine et ça va prendre énormément de temps. Mais la plupart des acteurs rencontrés par notre équipe de reportage se sont accordés sur la justesse des mesures prises par les autorités. Les gestes barrières sont d'actualité, surtout les supporters. Parce que le gros volet du problème, c'est à ce niveau. Si nous allons jouer, quelles sont les dispositions que nous allons prendre? Surtout quand nous savons que le football, c'est un sport d'euphorie, où on peut s'embrasser, on peut même oublier qu'on est en cache-nez suivant les actions et les trucs. Qu'est-ce qui va se passer? La passion, certes, mais la santé d'abord des Béninois. Il y avait une vie avant la Covid-19 et il y en aura après cette pandémie, nous ont confié nos interlocuteurs de circonstances qui ne cachent tout de même pas leur envie de retrouver les aires de jeu. L'assouplissement des mesures ici redonnera vie au stade du pays, condamné depuis peu à un silence de cathédrale. Absolument, oui. Merci beaucoup, Narcisse Alassane. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h. Je veux bien réitérer mes conseils de début de cette édition. Prenez soin de vous et protégez-vous. Le Bénin fait ses décomptes concernant justement le coronavirus. Déjà plus de 1000 cas testés positifs. On a une 14e personne qui est décédée à cause justement de cette infection-là. C'est officiel. Je le répète, prenez soin de vous et protégez-vous donc. C'est la fin de ce 13h. Merci d'avoir été là. Ce fut un plaisir de vous l'avoir présenté. Vous passez un bel après-midi. Bon appétit à vous. Je vous retrouve demain à 13h.